L'idée, c'est de construire une justice qui soit plus simple, plus efficace. La population, quand on les croise dans les manifestations, nous disent « Bravo, vous savez vous défendre, ben vous saurez nous défendre ». Si les gens n'ont plus confiance dans la justice est morte. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de C'est en France, dédié cette semaine au malaise de la justice. Et nous ouvrons cette émission au nouveau palais de justice de Paris, situé au nord de la capitale et conçu par l'agence d'architectes de Renzo Piano. Ce gratte-ciel de 160 mètres de haut est aujourd'hui le plus grand complexe judiciaire d'Europe. Il réunit sous son toit toutes les salles d'audience et les bureaux de l'institution judiciaire de Paris. Mais derrière ce bâtiment futuriste se dessine aussi une bataille d'avenir décisive. Dernier épisode en date, la réforme des retraites qui a suscité une objection sans appel des avocats. Ces derniers poursuivent une grève nationale depuis le début de l'année. La scène est désormais habituelle dans de nombreuses villes de France. Des avocats réunis devant un palais de justice qui jettent leur robe à terre, un symbole fort pour exprimer leur colère face à la réforme des retraites en cours. Comme lors du déploiement de cette banderole dans le Tarn, sur une passerelle à 70 mètres de hauteur. L'idée est de symboliser le grand saut dans le vide que représente pour nous l'intégration au régime général de retraite que veut le gouvernement. Conséquence de la suppression du régime spécial des avocats pour ceux qui gagnent moins de 40 000 € par an, le doublement des cotisations passant de 14 à 28% et une baisse significative des pensions minimum. C'est 400 € par mois en moins. Je suis à la fin de ma carrière et à la retraite, je toucherai 400 € de moins également de retraite. J'aurai 1 000 € de retraite après tous ces efforts financiers. Les avocats craignent de devoir augmenter leurs tarifs et donc de pénaliser les citoyens les moins aisés. Leurs organisations estiment par ailleurs que 40% des cabinets pourraient disparaître, créant ainsi des déserts juridiques et pénalisant là encore les justiciables. D'où la grève qui paralyse certains tribunaux depuis plus d'1 mois et demi et qui renvoie l'examen de certaines affaires à des dates très lointaines. La profession est désormais l'un des piliers des manifestations contre la réforme des retraites. Les retraites donc, mais pas seulement. Plaidant pour un système judiciaire plus simple, rapide et efficace, le gouvernement met en œuvre depuis 2018 une réforme profonde dans tous les domaines. Une nouvelle vision de la justice qu'avocats et magistrats jugent déshumanisée et à 2 vitesses. Un système lent, lourd et inefficace. Depuis longtemps, la justice française essuie de nombreuses critiques. Plusieurs gouvernements ont tenté de la moderniser à coups de réformes. Dernière en date, la loi de programmation proposée en 2018 par l'actuel garde des Sceaux. Ce projet cherche à construire une justice plus apaisée en développant les modes alternatifs de règlement des litiges, c'est-à-dire l'idée avant tout contentieux d'aller vers de la conciliation, de la médiation. Plus de médiation pour limiter le nombre d'audiences et une porte d'entrée unique pour le justiciable. Depuis le 1er janvier, les 285 tribunaux d'instance ont fusionné avec les 164 tribunaux de grande instance pour donner naissance aux tribunaux judiciaires. Un regroupement qui fait craindre aux avocats l'éloignement de la justice vis-à-vis des citoyens. L'expérience professionnelle apporte la preuve qu'une audience est essentielle. Quel que soit le litige, une audience est un moment où la vérité peut se révéler. Je crois que pour que les gens adhèrent à la justice, il faut que les gens aient le sentiment réel d'avoir été écoutés. Si les gens n'ont plus confiance dans la justice est morte, eh bien à ce moment-là, la force remplacera le droit. Autre point de crispation, l'exécution provisoire. Jusqu'à présent, toute décision rendue en première instance peut aller en cour d'appel sans être exécutée et 50% des jugements sont actuellement corrigés. La réforme, elle, veut accélérer la justice et demande l'exécution de la décision de première instance. Par exemple, une personne condamnée à payer des dommages et intérêts devra les verser immédiatement, sans attendre le verdict de la cour d'appel. L'exécution peut décourager l'appel. On n'est même pas sûr de pouvoir revenir
à la situation de départ ou réparer. L'exécution a un côté définitif. Le Conseil national des barreaux dénonce une réforme menée dans l'urgence et surtout par souci d'économie. La justice n'est pas un service public comme les autres et mérite un investissement. Il faut investir dans des moyens humains. Plus de juges, plus de greffiers. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des greffiers qui n'ont pas d'imprimante, qui vont imprimer chez eux. Face à ces reproches, Nicole Belloubet met en avant la hausse du budget de la justice, plus 25% sur 5 ans, et la création de 6 500 emplois. Mais les détracteurs de la réforme pensent que ces moyens seront attribués au système pénitentiaire plutôt qu'au système judiciaire. Pour en savoir plus, nous sommes à présent au siège historique du Palais de justice sur l'île de la Cité, où sont restées la cour d'assises, d'appel et de cassation. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec le bâtonnier de Paris, maître Olivier Cousy. Bien Charlie, enchanté. Monsieur le bâtonnier de Paris, bonjour. Bonjour. Alors, le constat des lenteurs et de la complexité du système actuel sont justifiés, non ? Alors la difficulté essentielle aujourd'hui, c'est que les tribunaux ont du mal à traiter et à gérer les dossiers avec les moyens qui sont les leurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des évolutions, qu'il faut progresser, utiliser des outils modernes. Les avocats sont tout à fait prêts à travailler sur ces sujets. Mais encore faut-il que ça se fasse à un rythme pas trop fort. On a, dans cette réforme, été soumis à des modifications structurelles, par exemple des saisines de ce qu'on appelait le tribunal de grande instance, qui sont devenus les tribunaux judiciaires. Et ces modifications structurelles, elles ont été décidées le 19 décembre pour une mise en vigueur le 1er janvier. Donc comment les avocats peuvent s'adapter de manière aussi rapide à des modifications qui changent leur manière de travailler, qui présentent un certain nombre de risques sur leur activité. Alors, vous venez de parler d'outils modernes. Que pensez-vous de la dématérialisation de la justice ? La dématérialisation, ça peut être une dématérialisation sur les échanges des pièces, sur les assignations. Ça progresse, c'est pas toujours suffisant, mais en tout cas, c'est une évolution qui est naturelle. La dématérialisation, c'est aussi le risque qui repose sur ce qu'on appelle les visioconférences. Le fait de dire, on va entendre à distance un certain nombre de gens. Ça ne marche pas d'un point de vue technique, et c'est dangereux parce qu'on perd le contact humain. Or, il y a des procédures où il est indispensable d'écouter, d'entendre et de voir, de savoir pourquoi les gens s'expriment de cette manière-là. Est-ce que dans cette démarche, quand les avocats vont dans la rue, est-ce qu'ils ont le soutien de l'opinion ou est-ce qu'ils souffrent d'une mauvaise image ? Alors ça, c'est très amusant parce que quand on défile dans la rue en robe d'avocat, d'abord, ça impressionne. Et les avocats ont une certaine forme de légitimité sur le plan juridique. Quand les avocats disent quelque chose, on les écoute. Et la population, quand on les croise dans les manifestations, nous disent des phrases du genre « Bravo, vous savez vous défendre, vous saurez nous défendre ». Est-ce que c'est la réalité, cette image élitiste et très bien rémunérée des avocats en France ? Non, lorsque vous payez un avocat, si vous lui payez 120 €, il y a 20 € qui vont à la TVA, il y a 80 € qui partent en charge. Donc l'avocat, sa rémunération finale, ce n'est plus que 20 € sur lequel il doit lui-même payer des impôts. Donc on a une situation qui est assez fausse. Sur l'image de l'avocat nanti est assez fausse. Il y a moitié de la population des avocats en France gagne moins de 40 000 €, déclare moins de 40 000 € annuels. Et à Paris, c'est 30% de la population des avocats qui déclarent moins de 40 000 € annuels. Et quels sont finalement les autres défis auxquels fait face la justice française ? Alors pour le barreau de Paris, le défi essentiel, c'est de permettre aux avocats d'utiliser des outils numériques dans des bonnes conditions. Il y a des risques sur la sécurité, il y a des risques sur l'utilisation d'outils qui ne sont pas protecteurs du secret professionnel. Et puis il y a un point important, c'est que Paris est une place de droit international. Avec le Brexit, cela prend d'autant plus de relief. Et il faut que l'on nous donne les moyens pour que les cabinets se développent, s'exportent à l'international, puissent recruter des avocats qui viennent de l'extérieur. Il faut une grande dynamique pour que Paris devienne une place importante. Monsieur le bâtonnier de Paris, merci beaucoup. Merci. Si les avocats craignent une justice à deux vitesses, le deux poids deux mesures existe déjà au sein même de la profession. Sexisme, salaire divisé par 2, discrimination à l'embauche, plafond de verre, les femmes avocates quittent la robe en masse. Explication. Émilie Duret a prêté serment en 2010, bien décidée à faire tomber les discriminations dans la société. Mais comme beaucoup d'avocates, elle en a elle-même été victime de la part de ses confrères.
J'ai vécu de la part à la fois des confrères en audience et également de la part des clients de l'avocat pour lequel je travaillais qui estimaient qu'il y avait l'avocat d'une part, maître, et il y avait d'autre part l'assistante qu'on appelle mademoiselle, madame au mieux, au pire maîtresse, mais certainement pas maître. Selon la Caisse de retraite des avocats, près de 30% des femmes de la profession rendent leur robe avant d'avoir atteint leur 10e année de carrière. Outre des raisons personnelles et professionnelles, beaucoup de femmes disent avoir été poussées vers la sortie. Les cabinets ont tendance à sous-payer leurs employées féminines et à freiner leur évolution de carrière pour anticiper une éventuelle interruption liée à la grossesse. Une situation que Valérie a connue en 2010 à son retour de congé maternité. Dès le 2e jour, j'ai mon patron qui m'a dit « ça va vite me saouler si vous partez tous les jours à 19 h ». Je devais en plus devenir associée avant ma maternité. Tout d'un coup, on m'a dit qu'on comprenait que mes priorités pu changer. Une étude récente montre qu'il y a moins de femmes promues associées que d'hommes et que l'écart de rémunération entre les sexes s'élargit dès l'âge de 30 ans. En début de carrière, les revenus sont à peu près les mêmes. Qu'en fin de carrière, ils sont à peu près égalisés à nouveau. Mais dès l'âge de 30 ans et jusqu'à l'âge de 55 ans, il y a un décrochage massif qui peut atteindre à peu près 50%. De manière presque structurelle, malheureusement, on considère que, à travail égal, le temps de la femme ne mérite pas le même revenu. Certains disent néanmoins que la profession est en train de changer. Des actions ont par exemple été lancées par des cabinets d'avocats pour promouvoir l'égalité professionnelle. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24. Votre programme avec l'Office national de tourisme de Grèce.